Daniel Warren Johnson. Welcome to Album Comics. This week, Jim Lee. Hi, this is Mayo. Est-ce que je vous ai déjà raconté que j'adorais le Cosmic Marvel? Mais si vous savez, ces histoires qui se passent bien dans le cosmos, dans les étoiles, et qui nous racontent bien les aventures de personnages comme le Silver Surfer, les Gardiens de la Galaxie, ou encore Green Lantern bien chez DC Comics, des personnages bien souvent un petit peu plus tertiaires ou un petit peu plus sur le côté que ceux bien qu'on peut connaître, mais qui vivent des aventures à la fois métaphysiques, épiques ou très politiques, et que j'ai bien découvert dès ma plus jeune vie de lecteur. On peut un petit peu découper la naissance du Cosmic Marvel de plusieurs manières. C'est surtout Jack Kirby qui, dans un premier temps, m'a beaucoup forgé et beaucoup donné forme à cette partie-là de l'univers de Marvel, avec des personnages comme Thor, comme les 4 Fantastiques, le Silver Surfer ou les Éternels. Kirby, lui, qui était un grand amateur de science-fiction, qui va beaucoup s'inspirer en fait de romans des années 40, 50 pour justement faire beaucoup d'histoires sur les 4 Fantastiques et plus tard sur Thor. Et il va mélanger tout ça avec un espèce d'ésotérisme en fait venu de la mythologie, de sa passion pour les mythes grecs, nordiques, ou encore pour sa culture en fait juive, qui va faire que ça va beaucoup le passionner pour des histoires de grande ampleur, épiques, et où du coup la mythologie et la science-fiction vont commencer un petit peu à se mélanger. Et évidemment, l'autre grand auteur en fait qui va forger ce Cosmic Marvel en lui donnant une toute personnelle, c'est Jim Starlin, le créateur de Thanos, qui est un petit peu, qui fait partie de la troisième vague un petit peu d'auteurs de Marvel qui vont commencer à arriver à la fin des années 70 et début des années 80, et qui va insérer dans ce pan des étoiles de la Maison des Idées tout un côté beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus intimiste et existentiel, que ce soit justement avec Thanos dans ses différentes sagas sur le Gant de l'Infini, sur la Guerre de l'Infini, ou encore la Croisade Cosmique, qui va forger le personnage de Adam Warlock, qui va devenir justement un personnage assez important, et qui va donner toute une forme de psychédélisme à toute cette partie-là, beaucoup plus influencée justement par le côté un petit peu hippie de Jim Starlin, ses consommations de drogues diverses et beaucoup d'autres choses, et qui va être vraiment un des auteurs phares de ces années-là, et qui va nous faire pas mal de choses qui vont partir parfois un petit peu de très loin, mais qui vont montrer beaucoup de thématiques sur le déterminisme, sur la foi, sur l'existence, et beaucoup de choses qui, moi personnellement en tant que lecteur, m'ont beaucoup marqué, et qui dès le début de ma vie m'ont beaucoup influencé dans mon amour de l'univers Marvel. C'est surtout au début des années 2000 qu'on va voir cette partie de l'univers Marvel reprendre du poil de la bête. Parce que effectivement, contrairement à la distinguée concurrence, à la DC Comics et son Green Lantern qui au début des années 2000 fait des merveilles en termes de vente et montre des choses justement réétant l'univers de manière assez inédite, Marvel se rend compte que eux il leur manque un petit peu quelque chose, qu'ils ont beaucoup plus trop de personnages en fait qui évoluent dans cette sphère-là, et alors que les premiers films du Marvel Cinematic Universe commencent à se créer, à se réfléchir, ils vont faire un effort conscient pour tenter de remettre en avant toute cette forme-là de personnages. Ils vont partir du principe que il y a beaucoup de persos comme ça, très secondaires, très tertiaires, qui existaient il y a maintenant plusieurs années, mais qui n'ont plus eu d'aventure depuis longtemps, et vont tenter de tous les réintégrer dans une grande saga qu'on va appeler Annihilation. Annihilation, ça va être une histoire qui va nous montrer comment le perfide Annihilus, tyran de la zone négative, un des grands ennemis des Fantastic Four, créé justement par Jack Kirby, va décider d'envahir notre univers de matière avec sa vague d'annihilation, une espèce de vague d'armée composée exclusivement d'insectes interdimensionnels, et qui ensemble tous pétris de pouvoir de l'antimatière vont arriver dans notre monde et commencer à tout ravager. Tous les postes de défense de notre univers vont commencer à être détruits les uns après les autres, notamment celui des Nova Corp, ou encore des empires Shi'ar ou Skrull, qui vont en avoir pas mal dans leur caisse, et où on va voir comment tout ça va amener à la naissance d'une espèce de front de révolution mené par le personnage de Nova, qui va aller chercher plein d'autres personnages justement comme Gamora, comme Peter Quill, comme Ronan l'Accusateur ou le Super Skrull, pour tenter d'être la dernière zone de défense, les derniers rescapés avant la fin de l'univers, dans une espèce de bataille complètement dantesque, digne d'une série ou d'un film de guerre, où beaucoup de pertes vont être à voir, mais où on va avoir de l'héroïsme à en revendre. Cette saga, elle va être gérée par plusieurs auteurs, notamment par le vétéran Keith Giffen, un auteur légendaire à la fois de Marvel ou de DC Comics, qui était justement connu pour son attrait pour le cosmique, pour la science-fiction, pour être notamment le créateur de Lobo, ou encore avoir géré les personnages de la Légion des super-héros, ou encore des Omega Men chez la distinguée concurrence. Keith Giffen, il est surtout également reconnu pour avoir co-créé la série Justice League Unlimited, une des séries les plus cultes autour de la Justice League, et qui va amener à la
la fois sa connaissance et sa maîtrise de ces univers-là, mais également sa verve et son écriture toute particulière à cette saga-là, en s'occupant du tronc principal de Annihilation, et en étant aidé d'une parterre d'auteurs qui vont venir l'aider, notamment le duo Dan Abnett et Andy Lanning, dit DNA, qui va être chargé de raconter des histoires des personnages un petit peu plus tertiaires qui vont venir s'ajouter à cette saga-là, notamment le personnage de Richard Rider, Nova, qui va devenir véritablement le personnage principal de Annihilation et de tout le cosmique Marvel des années 2000, ce terrien un petit peu oublié qui naît sous la plume de Mark Wolfman dans les années 80, va à la suite de la mort du corps des Nova être le dernier représentant de cette force et va devenir le Centurion Prime, qui va avoir toute la puissance du Nova Corps en lui et qui va devoir repousser la vague d'annihilation. On va voir vraiment une histoire, moi je trouve assez dantesque, et qui va faire de Nova, moi personnellement, un de mes personnages préférés Marvel, tout confondu, en voyant comment ce Troufion un petit peu de base va devenir peut-être le plus grand héros de l'univers, quelque chose que peut-être les héros de la Terre n'ont absolument aucune conscience, parce que lui, il va être celui qui va être debout alors que tout le monde avait abandonné. Après cette première entrée avec Annihilation, c'est surtout ce duo composé de Dan Abnett et Andy Lanning qui vont reprendre vraiment la patate chaude et qui vont commencer à forger leur propre saga cosmique de l'univers Marvel. C'est à partir de là qu'on va avoir la suite avec Annihilation Conquest, qui vient tout juste en ce mois d'octobre revenir chez Panini Comics sous la forme d'un omnibus, qu'ils vont commencer à poser les bases un petit peu de leur saga avec la création des Gardiens de la Galaxie modernes avec Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax, Gamora et autres, et qui vont commencer à montrer un côté justement un peu plus politique, un peu plus tangible de l'univers cosmique. Eux, ça va vraiment être leur rapport par rapport à Starling ou à Kirby. C'est essayer en jouant sur toutes les factions différentes de cet univers, avec les Skrulls, les Shi'ar, les Kree, de jouer justement sur les forces en présence, sur les pouvoirs et les enjeux de puissance au sein du coup de ce cosmique, et d'essayer de nous rendre tout ça un petit peu plus tangible. Et à la fois on va suivre d'une part les Gardiens de la Galaxie qui vont devoir enquêter sur les conséquences de ces deux crises de la Annihilation et Annihilation Conquest, qui a commencé à déchirer le voile de la réalité et qui commence à poser quelques soucis un petit peu spatio-temporel. Et en parallèle de ça, on va suivre plus la montée des empires et la guerre qui se prépare petit à petit. Parce que la course suivante va nous montrer, notamment par le prisme des X-Men, la montée en puissance du personnage de Vulcain, un tout jeune personnage créé par Ed Brubaker dans les pages des X-Men, et qui est le troisième frère caché de la famille Summers, le frère de Cyclope et Havok, qui est un espèce de tyran complètement fou, qui avec ses pouvoirs un petit peu cosmiques, ses pouvoirs de flamme, va commencer à conquérir l'empire des Shi'ar et devenir le grand empereur, le grand majestor de tout ça. Mais lui, il va commencer à avoir pas mal d'ambitions un petit peu autres que son propre empire, et va commencer à s'attaquer notamment à celui des Kree et des Skrulls, à ce moment-là dirigé par nos amis les Inhumains, qui va commencer à lancer la tentaculaire saga War of King, qui est sans doute pour moi la partie sans doute la plus surprenante et la plus dantesque que vous pouvez retrouver dans tout ce run un petit peu cosmique, qui va commencer à être réédité justement sous la forme d'omnibus en 2026 par Panini Comics dans Road to War of King en lui-même, et les conséquences de tout ça, et qui va nous montrer à la fois comment Flèche Noire, roi des Inhumains, va tenter de combattre Vulcain, du coup roi et empereur des Shi'ar, comment les Gardiens de la Galaxie vont tenter d'arrêter ça, comment le Nova Corps, totalement reformé par Richard Rider, va être complètement aux prises avec ces deux conflits-là, et ça va montrer des personnages ballottés entre leurs envies personnelles, comme Crystal des Inhumains, et leurs devoirs de ce qu'ils doivent faire par rapport à leurs empires, à leurs dirigeants, et c'est proprement génial, où l'intime rejoint l'universel dans des batailles toutes plus tragiques les unes que les autres, et qui se terminera par un grand combat qui va montrer le voile de la réalité complètement se déchirer. Moi sans doute pendant ma lecture récente de tout ce Cosmic Marvel, ce qui m'a le plus claqué la gueule, et qui sera sans doute ce que je vous recommanderai le plus de toute cette partie-là. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et la saga de Dan Abnett et Andy Lanning va commencer à se conclure tout
doucement par le crossover Realm of King qui va montrer les conséquences de War of King, et surtout par Thanos Imperative qui va montrer comment le titan fou, alors ressuscité, va vouloir détruire le Cancerverse, un univers qui a réchappé à la mort, qui est en train à la suite du combat entre Vulcain et Flèche Noire d'infester notre univers, et qui va montrer comment tous les autres héros vont tenter de l'en empêcher dans un espèce de dernier élan suicidaire, avec Nova et Peter Quill qui vont se sacrifier pour tenter de sauver l'univers. Alors, bien évidemment, j'ai pas non plus trop détaillé pour vous laisser un petit peu le plaisir de la découverte, ou en tout cas vous replonger dans cette histoire-là, mais sachez qu'en plus des grandes lignes directrices que je vous ai indiquées avec tout ce qu'on a fait avant, il y a bien beaucoup de sous-intrigues, beaucoup d'autres personnages qui rentrent en compte, beaucoup d'autres destins très tragiques qui vous sauront vous arracher une petite larme, je le sais, parce que moi en tout cas ça l'a fait. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir cette grande saga de Dadanet et Andy Lanning qui, du coup, je vous le rappelle, ressortira en 2026 chez Panini Comics en plusieurs omnibus, en 3 omnibus qui compileront c'est la saga de War of King, et des 2 omnibus de Annihilation et Annihilation Conquest qui sont déjà sortis. Mais après ça, que s'est-il passé? Pendant une dizaine d'années, on peut dire que la partie cosmique de Marvel s'est pas mal cherchée. Alors, il y a eu évidemment le succès des films des Gardiens de la Galaxie qui a vraiment entraîné tout un nouvel intérêt sur ces personnages, et qui a été géré par Brian Michael Bendis assez chouettement, avec des histoires pour le coup qui mettait vraiment l'emphase sur le côté familial de l'équipe, avec des nouvelles histoires signées Scott Young sur un Rocket Raccoon que je vous conseille et qui sont vraiment super chouettes, et après avec d'autres sagas, notamment gérées par l'auteur Gary Dugan qui va nous montrer une nouvelle guerre de l'infini, ou encore avec des faux départs de Alley Wing, ou encore du duo de Colin Kelly et Jason Lansing, qui ont tenté justement de restructurer de manière très politique à la Dadanet et Andy Lanning ce nouvel univers Marvel cosmique, mais disons qu'ils n'ont pas été beaucoup suivis par les lecteurs et qui ont vu très rapidement leur fin. Et tout ça nous amène en 2025 avec Marvel qui souhaite remettre vraiment de l'ambition et de l'ampleur dans sa partie cosmique. Pour cela, ils vont aller chercher le génialissime auteur Jonathan Hickman, déjà auteur de la saga de Krakoa pour les X-Men, ou bien de Secret Wars pour les Avengers, et qui va tenter de restructurer tout cet univers avec un nouvel élan. L'idée de cette impériale, c'est en 4 chapitres de nous montrer vraiment un nouveau postulat, un nouveau point de départ, avec les empires cosmiques qui se meurent. On a une espèce d'assassin qui est en train de tuer beaucoup des dirigeants de cet univers-là, et ça commence à préoccuper beaucoup de personnes, notamment le père de Peter Quill, l'empereur de Spartax, qui a décidé de rassembler tout un parterre de tout dirigeants cosmiques afin de mener la vérité sur tout ça. Mais alors que tout le monde est convié au fait, notamment le personnage de Hulk qui se retrouve à devenir le nouveau régent de Sakaar après l'assassinat de son fils, va voir que peut-être tout ça serait orchestré par le Wakanda, par l'Empire intergalactique du Wakanda, qui aurait assassiné tous ses dirigeants et qui voudrait reprendre un petit peu le contrôle de l'univers. Mais évidemment, vous vous doutez que tout ça n'est pas aussi simple, et qu'on va du coup suivre un bon parterre à la fois d'affrontements dantesques et d'histoires à tiroir, de complots à tiroir, qui vont nous montrer la formation d'un nouvel empire cosmique. Mais ça, je vous laisserai plus découvrir prochainement. Comme à la grande époque des Marvel Universe, Panini Comics a décidé en 2026 de nous éditer cet Imperial en format softcover, avec 2 softcovers qui sortiront en février et mars 2026, avec 2 publications pour pouvoir retrouver l'intégralité de Imperial et de tous ses petits dérivés. Les nouvelles aventures de Jennifer Walters, aka She-Hulk, dans sa nouvelle série Planète She-Hulk, qui va nous la montrer en nouvelle dirigeante de Sakaar, qui va devoir faire avec les lois un petit peu plus brutale et animale de cette planète, et qui va devoir tenter d'y appliquer sa propre loi humaine. Une série qui s'annonce assez dantesque, scénarisée par Stephanie Phillips, qui fait pas mal des merveilles ces derniers temps chez Marvel, notamment en scénarisant la série consacrée au personnage de Phoenix, et qui sera accompagnée ici du dessinateur Aaron Kuder, un dessinateur avec un trait très précis, qui va nous montrer une série qui a l'air d'avoir un impact très un petit peu heroic fantasy, très Conan le barbare, et ça avec She-Hulk, j'en redemande sans déplaisir.
mon chouchou Richard Rider dans la série Centurion Nova, qui va nous montrer notre bon Richard être un petit peu un espèce de mercenaire de l'espace qui a récupéré les pouvoirs de Centurion Prime, de la conscience collective des Nova, et qui pour tenter de la garder en vie va devoir mener bon nombre de quêtes à travers l'univers pour pouvoir obtenir des crédits, de l'argent qui pourront lui permettre de maintenir sa source d'énergie. Un Nova qui est en sécession par rapport au reste du nouvel empire cosmique de Marvel, complètement désolidarisé du mensonge qui a été perpétré pour faire tenir ce nouveau paradigme, et qui s'annonce vraiment très très chouette. Ça sera scénarisé par Jed McKay, l'homme à tout faire de Marvel de ces dernières années, qui a fait un run complètement sensationnel sur les personnages de Moon Knight, et qui gère actuellement les Avengers et les X-Men, et qui je pense est tout trouvé pour nous parler de Nova, car déjà ce qu'il a fait sur Moon Knight montrait l'intériorité profonde du personnage et les dilemmes vraiment moraux que ce dernier pouvait avoir. Et je sens qu'avec Richard Rider, qui ces dernières années était pas mal malmené avec des histoires qui le mettaient assez dépressif, va pouvoir je pense nous raconter pas mal de choses. Donc moi je suis ultra hype pour ce nouveau Nova qui arrive. Si du coup vivre ce nouvel univers cosmique en temps réel vous intéresse, voir la construction petit à petit de cette nouvelle grande saga, vous pouvez dès maintenant réserver les numéros qui vont suivre dans le descriptif de la vidéo, ou venant directement à Album Comics. Vous pourrez retrouver déjà les deux séries dont je viens de vous parler, la nouvelle sur Nova et la nouvelle sur She-Hulk. Vous avez également une sur Black Panther et l'Empire intergalactique du Wakanda, qui devrait montrer le bout de son nez dans pas trop longtemps, et d'autres histoires sur les Gardiens de la Galaxie, ou encore sur plus les Chiars et le professeur Xavier, qui devrait commencer à montrer le bout de leur nez, mais ça sera plus pour le courant de l'année 2026. Mais en tout cas ne ratez rien, parce que nous en tout cas on est ultra chaud chez Album Comics, et on a vraiment hâte de voir tout ça naître sous nos yeux. Évidemment également, comme je vous l'ai dit, toute la saga cosmique des années 2000 va commencer à ressortir en français chez Panini Comics. Du coup on n'a pas encore les dates pour les prochains omnibus, mais vous avez déjà celui de Annihilation et Annihilation Conquest qui sont de nouveau disponibles. Et pour toute la saga de War of King, il faudra sans doute attendre les prochaines annonces de Panini Comics, mais évidemment vous pourrez retrouver toujours ça en boutique ou sur nos réseaux. J'espère en tout cas que ce petit tour d'horizon rapide de cet univers qui moi me tient vraiment particulièrement à cœur et qui a vraiment forgé ma vie de lecteur de Marvel vous aura plu. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se retrouver en boutique pour pouvoir parler un petit peu plus de tout ça. Et moi en attendant je vous dis à très vite.